qui est généralement notre cheval de bataille, quand on parle de loi de finances, ça s'appelle une loi. Vous en convenez? C'est une loi. Donc, elle est préparée par le gouvernement, n'est-ce pas? Elle est votée par, elle est préparée par le gouvernement, elle est votée aussi par le Parlement. Et donc, c'est une loi, une fois qu'elle est publiée dans le bulletin officiel, elle acquiert la force juridique, n'est-ce pas? Et ça devient une loi qui est applicable à tout le monde. Et donc, le caractère juridique, on peut le voir dans le fait que c'est des textes de loi hein, qui sont en relation avec tout ce qui est financier, notamment la loi de finances. Politique, parce que, bon, je ne vais pas m'attarder énormément sur le juridique. Pour le politique, il s'agit essentiellement de partage de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par partage de pouvoir? Quelqu'un peut me répondre? Dans des régimes démocratiques, généralement, on va voir est-ce que c'est le Parlement qui a le pouvoir financier ou bien c'est le gouvernement qui a le pouvoir financier, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est une discussion qui relève du domaine, je dirais, du pouvoir financier, hein, du pouvoir financier, soit du gouvernement, soit du Parlement. C'est un partage de pouvoir et qui est une thématique très prisée par les publicistes. Donc voilà, donc le juridique, parce que c'est un texte de loi, le corps principal des finances publiques, à savoir la loi de finances, c'est une loi donc composée de plusieurs articles et qui est votée et donc qui suit le processus, c'est-à-dire composée par le gouvernement et puis acceptée et votée, autorisée par le Parlement, elle est autorisée par le Parlement et par conséquent, elle acquiert la force juridique d'une loi et donc applicable à tout le monde. Puis finalement, vous avez l'approche politique, et là, je fais allusion essentiellement au partage de pouvoir comme exemple pratique. Maintenant, j'ouvre l'angle d'attaque, celui hein, de l'économie, c'est-à-dire approche économique, et nous allons préférer dans notre cours cette approche économique, puisque généralement, nous sommes dans une section, dans un parcours de sciences économiques. Alors, lorsque je dis approche économique, je vais faire allusion à la théorie un peu, même si on a banni dans ce cours la présentation de la théorie, on va faire la théorie et on va faire appel à je dirais, un Musgrave, qui est un théoricien des public choice, choix publics, ce qu'on appelle les choix publics, et où il a dit que les finances publiques ont trois fonctions. Il y a euh, la fonction de stabilisation, la fonction d'allocation, la fonction de stabilisation et la fonction de redistribution des revenus. Donc, il y a trois fonctions. Je commencerai par la plus facile, c'est-à-dire stabilisation. Alors, c'est la conjoncture. Quand je dis stabilisation, c'est la conjoncture. Comment ça, la conjoncture? Alors, les finances publiques vont intervenir pour réguler la conjoncture. Les finances publiques vont intervenir, c'est-à-dire en moment de crise, les finances publiques vont intervenir via le budget pour, par exemple, augmenter les dépenses publiques, n'est-ce pas? Donc, et pour maintenir le niveau de consommation. Ou bien aussi, lorsqu'il y a surchoc économique, les finances publiques vont ralentir. Hein, donc, on va généralement stabiliser l'économie. Donc, on va ralentir, c'est ce qu'on appelle la politique du stop and go. Donc, en fin de compte, il y a cette fonction de stabilisation de l'économie qui est une fonction conjoncturelle, hein, qui est une fonction conjoncturelle. L'État, lorsque l'économie est dans le creux,
Le creux, si, imaginez avec moi une courbe en dents de scie. Snan del mancha, en dents de scie, n'est-ce pas? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire par une courbe en dents de scie? Quelqu'un peut m'expliquer? Et là, comme ça, je saurai. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Monsieur, Oui, je vous écoute, mademoiselle Hajar. vous voulez dire que la courbe est toujours en fluctuation? C'est ça. Elle est en fluctuation, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Vous avez compris quand j'ai dit des hauts et des bas? Des hauts. Ouais, les cas me prononcer, peut-être que vous ne comprenez pas. Mais des hauts, ça veut dire quoi? Des hauts avec H-A-U-T-S. Haute, haute. Donc, des hauts et des bas, c'est-à-dire, Oui, monsieur. oui, donc c'est clair. Alors, moi, je dis, en termes économiques, je ne dis pas haut et bas. Je vais dire avec des pics et des creux. Pics, généralement, c'est les hauts, c'est-à-dire le sommet, n'est-ce pas? Et je dirais bas, c'est les creux. Donc, imaginez avec moi une courbe. شدوا المنشار. Prenez la scie, hein, المنشار. Qui دايرين السنان د المنشار? Quelqu'un peut me répondre? Ils sont Pointus. Oui, mademoiselle Rennam. Ils sont pointus. Non, ils sont pointus. D'accord. Non, mais est-ce que ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, oui ou non? Ça Oui, monte et ça oui, descend. monsieur. Mais c'est ça ce que je cherche. Je cherche les fluctuations. Il y a des moments où c'est haut et il y a des moments où c'est bas. Vous avez compris? Oui, c'est Oui, clair, monsieur. monsieur. Donc, quand je dis l'économie évolue en dents de scie, en dents de scie, c'est ça ce que je veux dire. Il y a des hauts et des bas, il y a des pics et des creux. Alors, maintenant, quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle des finances publiques? Le rôle des finances publiques, c'est d'intervenir. Lorsqu'il y a des creux, c'est-à-dire lorsqu'il y a des bas, lorsqu'il y a récession, lorsque la conjoncture est mauvaise, eh ben, l'État va intervenir en augmentant les dépenses publiques et par conséquent en augmentant le déficit budgétaire pour booster l'économie. Ça, c'est ce qu'on appelle le go, stop and go, allez, donc on booste l'économie. Et puis, vous avez l'autre situation, c'est la situation où euh, il y a des pics, c'est-à-dire l'économie, elle est en surchauffe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsqu'elle est en surchauffe, il y a pleine utilisation des capacités de production. Je donne un exemple d'une pleine. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire une pleine utilisation des capacités de production? On va prendre un exemple terre à terre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept de pleine utilisation des capacités? Bien. Il paraît que je vais monologuer, hein. Pourtant, le but même de l'enseignement à distance, normalement, c'est de faire participer, d'autant plus qu'il n'y a pas de contraintes maintenant, hein. On ne vous voit pas, etc. Et donc, vous pouvez parler librement quand vous voulez. N'est-ce pas? Il n'y a pas de. Monsieur, est-ce que vous parlez de la politique exceptionniste? Pardon? Est-ce que vous De la parlez de la politique politique ex- 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 expansionniste? expansionniste. Oui, Hein? Oui et non, hein. Alain, je vais vous dire pourquoi. d'accord. Euh, je te remercie, mademoiselle. Je te Merci. remercie pour ta question. C'est ça, il faut toujours poser des questions. Alors voilà, imaginez qu'on est propriétaire d'une entreprise. Imaginez, on va prendre un exemple. Et que cette entreprise, on va faire travailler 3 équipes. Hein?
c'est-à-dire elle va travailler 8 plus 8 plus 8, c'est-à-dire 24 heures. Donc, j'utilise la main-d'œuvre, toute la main-d'œuvre qui existe. Et puis, j'ai des outils, des machines que j'utilise 24 sur 24, à travers généralement le fait que je fais travailler aussi des employés 24 sur 24. Alors, il est jeté, si jamais je reçois une commande, alors avec le fait de tourner 24 sur 24, je peux produire 1000 unités. Mais supposons que je reçois une commande où on me dit que, voilà, est-ce que vous pouvez nous livrer 4000 unités? Est-ce que c'est possible? Je vous écoute. Non. Pourquoi? Parce que je suis en pleine utilisation des capacités de production. Je ne peux pas faire plus. Si je veux faire plus, il faut que j'investisse, il faut que je recrute de la main-d'œuvre, et supposons que la main-d'œuvre est occupée, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour chercher un ouvrier, il faudrait augmenter le salaire, puisque je suppose que tous les ouvriers sont en train de travailler, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a pleine utilisation des capacités de production, c'est ça le sens de la pleine utilisation des capacités. Si je prends la commande et si je veux faire plus, eh bien, il y aura une augmentation des salaires et une augmentation de l'inflation. J'espère que vous avez compris le mécanisme. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, vous voyez, vous avez, lorsque vous êtes dans une situation de surchauffe, pour revenir à la situation de surchauffe, lorsque vous êtes dans une situation de surchauffe, eh bien, c'est quoi? Vous êtes en pleine utilisation des capacités de production. Et vous ne pouvez pas produire plus. Si vous produisez plus, vous devez recruter de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre est occupée. Hein, la main-d'œuvre, elle est occupée. Et donc, si tu veux avoir cette main-d'œuvre, il faudrait augmenter généralement les salaires. Augmenter les salaires, c'est augmenter généralement l'inflation, c'est-à-dire augmenter le niveau général des prix, augmenter l'inflation. Et ça peut généralement dégénérer sur la situation économique. C'est pour cela que l'État va intervenir et va stopper. C'est pour ça que je dis qu'il y a des politiques de stop and go. Lorsqu'il y a surchauffe, lorsqu'il y a euphorie, lorsqu'il y a des pics au niveau de l'économie, le pic, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va stopper l'économie. Et là, si je continue, ça peut entraîner de l'inflation, hein, ça peut détériorer la situation économique. Et là, je l'ai dans la pleine utilisation des capacités de production. Par contre, lorsqu'on est en situation de récession, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas pleine utilisation des capacités de production, donc il est possible d'augmenter la production en boostant l'économie, c'est-à-dire en augmentant les dépenses publiques, en augmentant les marchés publics, hein, en faisant des investissements en infrastructure, hein, en faisant de gros investissements. Cela permettra à l'économie de se relancer. Ça, c'est la pensée keynésienne, si vous vous rappelez bien. Donc, vous voyez, en économie, j'ai dit, il y a cette fonction. Je reviens à notre idée. Regardez, là, je suis juste le premier slide, pratiquement, et je suis en train de disserter énormément sur l'économie. Alors, je suis en train de disserter sur l'économie en disant que le premier point qui vient de la fonction de stabilisation. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de 3 fonctions économiques. Il y a la fonction allocation, la fonction stabilisation, stabilisation, et il y a la fonction redistribution des revenus. Et ces 3 fonctions sont généralement de l'auteur Musgrave. Musgrave, ça s'écrit avec un M, un U, un S, un G, n'est-ce pas, et un R et un V, E. Voilà, Musgrave. Rappelez-vous de ce nom, il est très, très important dans les sciences, je dirais, dans les sciences des finances publiques.
Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? Vous posez les questions. Monsieur, j'ai une question concernant l'augmentation des salaires. Pourquoi l'augmentation des salaires va entraîner une inflation? Donc, l'augmentation des salaires va augmenter la consommation, va augmenter la capacité de consommer pour les... Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Si- Quelle est la question? Pourquoi l'augmentation des salaires va entraîner une inflation? Oui. Ben, écoutez, parce qu'il y a la spirale salaire-prix. Il y a, ça, vous allez le faire après, quand vous allez faire la macroéconomie approfondie. Il y a une relation, hein, une corrélation entre le salaire et l'augmentation des prix, n'est-ce pas? Lorsque les salaires augmentent, hein, généralement, il y a trop de demandes et puis le niveau général des prix augmente. Et le niveau général des prix, quand il augmente, il est corrélé avec l'inflation. D'ailleurs, on dit que l'inflation, c'est quoi? C'est la généralisation de l'augmentation des prix, hein, si on veut définir l'inflation. Il est reconnu théoriquement qu'il y a une relation très forte entre le fait d'augmenter les salaires et l'inflation. Surtout quand le salaire ne correspond pas à la productivité. Mais là, c'est un autre débat en macroéconomie. C'est bon? Oui. C'est pour ça que vous allez trouver que Wali Bank al-Maghreb toujours crie à tue-tête lorsque les syndicats négocient des augmentations de salaire. Eh ben, vous allez trouver que la Banque centrale, elle est toujours contre. Parce que pour elle, la mission fondamentale de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. Et donc, elle ne veut pas et elle n'encourage jamais ces négociations salariales où il y a des revalorisations salariales. Bien. Oui, c'est une bonne question. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises. Toutes les questions sont bonnes. Je vous écoute. Pour la fonction de stabilisation, est-ce que c'est bon? Bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, à cette occasion, j'ai plutôt avancé un concept, la pleine utilisation des capacités de production, n'est-ce pas? Où j'ai avancé cette politique de stop and go, n'est-ce pas? Et j'ai avancé l'évolution de l'économie en dents de scie avec des creux et des pics. Donc, colonne des éléments, si vous avez noté ces éléments-là, ça va vous rappeler un petit peu notre discussion. Maintenant, je passe à la deuxième fonction. Rappelez-vous, allocation. Alors, quand on parle de la fonction allocative, alors en microéconomie, la fonction d'allocation, c'est-à-dire que toutes les distributions de salaires, de la production, etc., se fait généralement à la marge, c'est-à-dire elle va se faire en déterminant quand il s'agit d'utilité de l'utilité marginale, quand il s'agit de salaire, c'est en fonction de la productivité marginale du travail, etc. Donc l'allocation, c'est-à-dire en fait, c'est de garder présent à l'esprit l'idée de la rationalité économique. Bon, ça, on ne va pas détailler plus. La fonction allocative est une fonction généralement qui peut faire intervenir un calcul d'optimisation. Vous l'avez fait en microéconomie, rappelez-vous, lorsque vous preniez les fonctions d'objectifs et vous ajoutiez généralement le Lagrangien pour déterminer une matrice hessienne pour pouvoir optimiser généralement votre programme. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà fait, n'est-ce pas? Est-ce que je peux rester? Oui, Oui, c'est des oui. programmes d'optimisation, c'est la rationalité économique et c'est l'allocation. C'est l'allocation. Et puis, en troisième lieu, et là, c'est la fonction la plus importante, la fonction de redistribution des revenus. Voilà, les finances publiques, ce n'est pas seulement l'allocation, ce n'est pas seulement la stabilisation, et on oublie souvent que c'est aussi une fonction de redistribution, une fonction redistributive. Alors, imaginez qu'est-ce que ça peut être, cette fonction redistributive.
Je vous écoute. Si vous me laissez parler tout ce temps-là, je vais m'essouffler, je ne vais pas pouvoir terminer le temps imparti. Allez-y, discutez avec moi. Qu'est-ce que, Monsieur, intuitivement, qu'est-ce que c'est? monsieur, Oui, je vous écoute, mademoiselle Hajar. monsieur, je pense que les citoyens sont en train de payer les impôts et les prélèvements obligatoires, etc. Mais l'État, en contrepartie, il y a les bourses pour les étudiants, il y Oui, a beaucoup de choses en très, contrepartie. très, 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 très bien. Excellent, excellent. C'est intuitivement, vous avez mis le doigt dessus. C'est excellent. Effectivement, si je veux reprendre ce qu'a dit mademoiselle Hajar Montasser, je le dirais autrement. Imaginez que dans une société, il n'y a pas d'égalité, vous le savez. Hein. Dans les sociétés, surtout en développement, et même dans les pays développés, ben, ça n'existe pas. C'est un mythe, le fait d'avoir un peuple où tout est égal. Il y a finalement tout le monde perçoit le même revenu, tout le monde a la même richesse, tout ça, ça n'existe pas. C'est une mythologie, n'est-ce pas? Donc, ce qui caractérise les économies, ce sont les inégalités. Hein, c'est les inégalités. Et parfois, dans les pays en développement, les inégalités sont immenses. Hein. Bon, je dirais que dans d'autres pays, les inégalités ne sont pas de la même proportion que les inégalités que nous vivons dans nos pays, hein, dans les pays en développement. Je pense que ça, c'est une hypothèse, vous en convenez, nous pouvons être unanimes, hein, tous unanimes là-dessus. Mademoiselle Hind, je vais refuser l'accès. Voilà. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, il y a 26 minutes, j'ai commencé le cours. Bien. Alors, j'étais en train d'expliquer que les inégalités, c'est quelque chose de normal, mais que ce qui n'est pas normal, plutôt, c'est l'écart. Hein, l'écart entre généralement, l'écart, je dirais, entre les pauvres et les riches. Lorsqu'il y a un écart qui est très grand, c'est-à-dire lorsque l'écart type est important, donc c'est une inégalité qui est mesurée par l'indice de Gini. Hein. Je ne sais pas, vous avez fait en statistique la courbe de Lorenz et aussi l'indice de Gini, n'est-ce pas? En statistique descriptive. Oui, Oui, monsieur, on a déjà fait. alors, à quoi ça sert généralement cet indice à quoi sert cet indice de Gini? Effectivement, c'est pour calculer les inégalités. Hein, pour calculer les inégalités. Et vous allez voir que cet indice de Gini dans les pays, je dirais, en développement, est un indice qui reflète vraiment une grande inégalité de revenus. Alors, je reviens au sujet. Je reviens au sujet. Pourquoi je parle de l'indice de Gini? Pourquoi je parle des inégalités? Je suis en train d'expliquer de la fonction redistributive. Je suis en train d'expliquer la fonction redistributive. Alors, lorsque on paye nos impôts, comme a dit mademoiselle, mais ça ne veut pas dire que le fait que tu payes les impôts, que tu vas recevoir en contrepartie un service équivalent à ce que tu as payé. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Ce n'est pas parce que tu payes énormément d'impôts que tu vas demander de faire passer l'autoroute à côté de chez toi, ou là de faire passer le train à côté de chez toi, ou là de mettre un aéroport à côté de chez toi, ou là de demander un poste de police à côté de chez toi. C'est impossible. Par contre, c'est pour ça que c'est interdit en finance publique. On n'affecte jamais une recette à une dépense. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fonction du programme du gouvernement, c'est-à-dire, bon, on suppose que le gouvernement est élu démocratiquement et qu'il représente la volonté
populis, c'est-à-dire du peuple. Et donc, il y a une agrégation de préférences. Il n'y a pas que la préférence individuelle, il y a une agrégation de préférences. OK. Excusez-moi, je mets juste une réponse. Je mets que j'ai un cours. Excusez-moi, je dois répondre sur la faculté. C'est عندي cours عند سميتها الجوج نسالي عندي cours مع اسكات. Excusez-moi. Alors, j'étais en train d'expliquer que le programme gouvernemental, il va agréger les préférences. Vous le savez, vous l'avez fait en microéconomie. En microéconomie, nous avons les préférences individuelles qui peuvent se manifester en fonction d'utilité, n'est-ce pas? En fonction d'utilité. Mais il y a, lorsqu'on agrège les préférences individuelles, nous avons la fonction de préférence collective. La fonction de... Donc, écoutez bien, je dis il y a des préférences individuelles, mais lorsqu'on agrège les préférences, on a une fonction de préférence collective. Alors, cette fonction de préférence collective va s'exprimer à travers le programme gouvernemental. Est-ce qu'on doit, généralement, lorsqu'il y a une préférence collective, est-ce que ça représente le programme gouvernemental? Et le programme gouvernemental, je peux répondre. Par exemple, dans les pays en développement, c'est quoi? C'est la lutte contre la pauvreté. C'est une priorité. La lutte contre l'analphabétisme, c'est une priorité. Le désenclavement du monde rural est une propriété aussi, une priorité plutôt. Tous ces éléments-là doivent être pris en considération. On va encourager, par exemple, la santé publique, on va encourager l'enseignement public. Ça, c'est des priorités. Et par conséquent, le budget de l'État, il va pas, les recettes que nous avons prises, que nous avons drainées, vont servir aux grandes priorités issues de la fonction de préférence collective. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, monsieur. N'hésitez pas à me dire non, comme ça je reprends de manière encore peut-être plus simple. Est-ce que vous avez une question? Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas compris très bien le dernier élément. C'est-à-dire le passage de la préférence individuelle à la préférence collective, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Merci, mademoiselle Mbaki. Bien. Restez en contact avec moi, mademoiselle Mbaki. Vous ouvrez votre bouche. D'accord, monsieur. Est-ce que vous vous rappelez de la fonction individuelle, la fonction d'utilité individuelle qu'on a fait en micro? Bien. Oui. Alors, d'abord, lorsqu'on passe à la macro, quand on passe à la macro, on va agréger, additionner toutes les fonctions de préférence individuelle et on va obtenir une fonction de préférence agrégée. Ou là, une fonction de préférence collective. Alors, je nous mets la fonction de préférence collective. Eh bien, c'est tout simplement, elle est exprimée dans un programme gouvernemental. Le programme gouvernemental, je nous c'est les priorités de
du gouvernement. Et le gouvernement, il est censé représenter le peuple puisqu'il est élu démocratiquement. Donc, il représente la préférence collective. Exemple, la préférence collective, par exemple, le fait d'augmenter le budget de l'éducation nationale, augmenter le budget de la santé publique, c'est le domaine social, et puis augmenter le budget pour désenclaver le monde rural, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'analphabétisme. Tout ça, c'est des objectifs prioritaires et qui expriment la préférence collective. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, oui, monsieur. Alors maintenant qu'on est d'accord sur la préférence collective, c'est pour cela qu'on ne satisfait pas les préférences individuelles. La préférence individuelle, il y a un air à dire, oui, j'ai payé beaucoup d'impôts, puisque j'ai payé beaucoup d'impôts, vous devez me faire un poste de police à côté de ma ville. Ou là, vous devez me faire passer le tramway à côté de chez moi. C'est interdit. En finances publiques, c'est interdit. Il n'y a pas d'affectation d'une recette à une dépense. Et c'est pour cela qu'on va fixer les priorités du gouvernement, c'est-à-dire la préférence collective, et on va, à partir de ces préférences collectives, redistribuer. C'est-à-dire, on va prendre de l'argent et on va, par exemple, mettre beaucoup d'argent dans le secteur de l'éducation, mettre beaucoup d'argent dans le secteur de la santé, dans le secteur de la protection sociale, dans le secteur, donc on va redistribuer tout ce que nous avons gagné, généralement on va généralement redistribuer tout ce que nous avons gagné, hein, pour donner plus de chance aux pauvres, donner plus de chance généralement aux démunis et à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aux universités privées, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aux écoles privées, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aux cliniques privées, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures, et par conséquent, il faudrait assurer un transport public, etc., etc. Ça, c'est la fonction de redistribution qui est, à mon avis, une des fonctions les plus importantes des finances publiques. D'accord, merci beaucoup, monsieur. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter quand il s'agit de questions qui permettent d'expliquer davantage. Il ne faudrait pas, il faudrait leur dire, je ne sais pas, madame la responsable, vous devez faire passer un message que je n'accepte pas les étudiants c'est-à-dire avec un retard de 15 minutes, c'est plus possible parce que je ne peux pas en même temps accepter et en même temps faire pour vous, parce que ça me demande de la concentration. Mademoiselle, donc la responsable, va nous faire. C'est déjà fait, monsieur. N'est-ce pas? On ne peut pas, c'est impossible parce que quand tu as, à chaque seconde, tu dois accepter, ou tu accepter, c'est pas. À la rigueur, je peux vous attendre. C'est-à-dire, de 5 minutes de retard ou un truc. Je vous attends tous et toutes, et puis j'accepte tout le monde. Je ne peux pas accepter individuellement. Ce n'est pas possible. D'accord, monsieur. Donc, nous avons 3 fonctions. La fonction, j'ai dit, de stabilisation, la fonction d'allocation et la fonction, la plus importante, la fonction redistributive. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, et ça, c'est le premier travail. J'ai une question. Oui, mademoiselle Fadela Yahya Boubacar. Je fais exprès de dire les noms, comme ça je me rappelle. Oui, mademoiselle Fadela. À vous la parole. Votre micro. Malheureusement, on ne vous entend pas. Oui, ma question, j'aimerais savoir. Oui, oui.
Et microéconomie, ça consiste à étudier les préférences des individus. Donc, la macro, ça consiste à généraliser ça. Malheureusement, Pardon? mademoiselle Fadela, le sang est coupé. Et puis, on vous entend par épisode et je n'ai pas très bien. J'aimerais savoir, genre, la Écoutez, vous finance pouvez écrire, vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez écrire votre question au niveau du chat, si j'arrive pas à vous entendre. Mais en tout cas, vous demandez certainement ce passage entre les préférences individuelles et les préférences collectives, si j'ai bien compris, hein, en essayant d'interpréter. Donc, dans le chat, allez-y, le chat, alors, Barky, désactiver le micro. Monsieur, Oui, oui, monsieur, monsieur Jacques. s'il vous plaît, monsieur, comment l'État peut faire face à l'alphabétisme et des problèmes À comme ceci? l'analphabétisme. Eh ben, en augmentant le budget. Il y a un budget de lutte contre l'analphabétisme, avec des programmes sociaux, le fait de lutter contre l'abandon scolaire, par exemple. Attention à l'abandon scolaire. Il y a plusieurs élèves, surtout dans le monde rural. Dans le monde rural, qui, à partir avant le CM2, abandonnent le cursus scolaire. Ils vont y aller travailler avec leur père dans leur terrain, ou là, ils vont se charger de l'accès pour accéder à l'eau, ou là, ils vont faire d'autres travaux. Les filles, surtout les filles à partir d'un certain âge, étant donné l'environnement, étant donné le contexte, étant donné l'environnement sociologique, etc., vont quitter l'école. Hein. Chez nous, au Maroc, nous avons toujours ce problème du mariage précoce. Hein, c'est-à-dire une fille à 14 ans, elle peut être généralement, elle peut se marier, ce qui est normalement ailleurs, c'est interdit. Hein, c'est interdit, c'est une mineure. Donc, tous ces éléments-là, si on a des programmes sociaux, hein, on peut lutter contre l'analphabétisme. Tissier, le programme Tissier. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Nous avons un programme qui s'appelle Tissier, et pour lutter contre l'abandon scolaire et donc contre l'analphabétisme, eh ben, on va encourager les parents en leur donnant une somme d'argent mensuellement, dans le monde rural, je parle du monde rural, pour qu'ils maintiennent leurs enfants à l'école. Alors, il suffit d'apporter l'attestation comme quoi il est inscrit et comme quoi il suit les cours, je dirais, régulièrement, pour qu'il puisse bénéficier généralement de ce transfert monétaire. C'est ce qu'on appelle un transfert monétaire direct. Un transfert monétaire direct. Et là, c'est une redistribution du revenu. Ça vous voit, monsieur Rochi? Oui, monsieur, merci. Monsieur, j'ai une question. Oui, mademoiselle Salma. Monsieur, concernant le programme gouvernemental, est-ce que c'est un programme généralisé ou un programme, ça dépend chaque pays, ça dépend ses besoins? Chaque pays. Je sais pas, Est-ce que le programme gouvernemental est un programme généralisé dans tout le monde? Ça veut dire que pour tous tout les le monde. gouvernements... Oui, Non, les programmes gouvernementaux, c'est des programmes locaux. pour chaque pays. Chaque pays, par exemple, quand vous prenez, et chaque parti politique au gouvernement, lorsque vous avez un parti politique, par exemple le PJD, avait un programme gouvernemental pendant 5 ans, là, il présente un programme gouvernemental. Et là, je l'ai goûté comme tout à l'heure, la préférence collective. On suppose, théoriquement, que les élections sont des élections libres, démocratiques, n'est-ce pas? Et que ces élections, lorsqu'il y a les résultats lorsqu'il y a des résultats des élections, on va supposer que c'est l'expression de la voix populaire. Hein? D'accord? C'est l'expression de la voix populaire. Alors, si c'est l'expression de la voix populaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? C'est une agrégation des préférences individuelles. On a additionné pratiquement, avec la majorité, je dirais, voilà les préférences individuelles. Alors le gouvernement, quand il prend place
Et quand il commence à gouverner, il est obligé de passer devant le Parlement et de proposer un programme. Il va être voté, hein, un programme gouvernemental sur la durée de son règne. Donc, il va proposer un programme. Alors, ce programme, il est supposé refléter les préférences collectives. Les Kangoul, par exemple, la lutte contre l'analphabétisme, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le désenclavement du monde rural et la scolarisation de la fille du monde rural, etc., c'est des priorités. Et par conséquent, les rangeons distribués, quand on va y aller distribuer le budget, c'est-à-dire en fonction du ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère X, Y, Z, alors on va distribuer en fonction de ces programmes. Mais c'est des programmes, et ces programmes-là, ils peuvent changer d'un gouvernement à un autre. Un gouvernement a son programme qui est censé exprimer la volonté, hein, la volonté de la population et par conséquent une agrégation des préférences. Alors, mademoiselle Fadela Yahya, elle nous pose la question. La micro consiste à étudier les préférences des individus, et la macro, elle étudie les préférences dans la généralité d'une population. Donc, on peut dire que la finance publique consiste à financer les dépenses publiques. Oui, la finance publique, les finances publiques vont, l'essentiel des finances publiques, c'est quoi? C'est les recettes publiques et les dépenses publiques. Il n'y a pas que les dépenses. On va financer les dépenses publiques par les recettes publiques. Le point d'interrogation, je n'ai pas compris. Mademoiselle Fadela. Alors, je répète, la micro, en général, la microéconomie, il n'y a pas que cette définition, elle s'intéresse à tout ce qui est individuel, tout ce qui est infiniment petit, et donc par conséquent aux préférences et aux utilités individuelles, nous sommes d'accord. La macroéconomie, elle s'intéresse à plus, c'est-à-dire on va généraliser, on va voir gros, on va zoomer. Par conséquent, par exemple, vous prenez le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, n'est-ce pas? Donc, par une extension, on va dire que lorsque j'agrège les préférences individuelles, j'aurai une fonction de préférence. N'oubliez pas qu'en économie, on travaille avec des hypothèses. Donc, on va agréger. Maintenant, la finance publique, alors je vous ai dit tout à l'heure, il est difficile de la définir de manière très restrictive. Les finances publiques, voilà la définition, c'est les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Hein, c'est les recettes et les dépenses. Pour le moment, je dirais que c'est les recettes et les dépenses annuelles de l'État. N'est-ce pas? Et donc, généralement, ces recettes vont servir à financer l'ensemble des dépenses publiques. Mademoiselle Fadela, est-ce que ça vous va? Parce que j'ai vu un point d'interrogation. Ouvrez votre micro, activez votre micro. Bien. Mademoiselle Mghari, je n'ai pas compris votre point d'exclamation. Ça veut dire quoi? Mademoiselle Mghari. Bien. Hamza. Bien, donc je ferme la parenthèse. Donc, si quelqu'un veut parler, il y a la fonction lever la main, là, que vous la voyez. En bas, il y a lever la main. Donc, Oui, monsieur. voilà, donc il faudrait la lever si vous ne l'avez pas. Alors, mais vous pouvez répéter la définition. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que c'est au niveau du chat. Mais vous pouvez, oui, de toute façon, la définition, est-ce que vous pouvez répéter la définition des finances publiques? Je crois qu'on a une définition plus exacte. Généralement, regardez au niveau le document qui est partagé, hein? C'est l'étude. Vous voyez maintenant? C'est l'étude
des dépenses et des recettes relatives aux diverses activités publiques, du régime juridique qui leur est applicable et aussi de l'appareil financier. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails pour le moment. Je dirais que c'est les dépenses et les recettes, c'est le premier point. C'est les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques. Voilà une première définition. Alors, je reviens. OK. Alors, j'étais en train de parler des trois fonctions. La fonction, je me suis arrêté longuement sur la fonction de redistribution. Donc, ça, c'est la fonction économique. J'ai parlé aussi de l'approche plutôt juridique, de l'approche politique. Et par conséquent, si je veux réunir toutes ces définitions dans une seule, je dirais finalement que c'est l'étude des finances publiques. On va étudier quoi? Les recettes relatives aux diverses activités, des dépenses et des recettes, bien sûr, relatives aux diverses activités publiques. Alors, les recettes, ça va être la fiscalité, ça va être les recettes non fiscales aussi. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire ça. Et puis les dépenses publiques. Donc, c'est les finances. Lorsqu'on parle de finances publiques, c'est d'abord les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques. Les activités, ça peut être l'infrastructure, ça peut être le paiement des salaires, n'est-ce pas? Si c'est le paiement des salaires, c'est des dépenses de fonctionnement. Si c'est les infrastructures, c'est des dépenses d'investissement. Est-ce que vous avez une question par rapport à cela? Et là, on commence à dire des choses plus importantes. Bien. Donc, c'est les recettes et les dépenses, comme je l'ai dit, relatives aux diverses activités publiques. Les activités publiques, ça peut être de l'investissement, ça peut être du fonctionnement. L'investissement, par exemple, des dépenses en infrastructure, n'est-ce pas? Ça peut être aussi des dépenses au niveau des salaires et ça va être des dépenses de fonctionnement. Alors, les recettes, ça peut être des recettes fiscales, tareba. La fiscalité, vous avez les impôts directs, les impôts indirects, les droits de douane, les droits d'enregistrement de timbre. Ça, c'est de la fiscalité. Les recettes non fiscales, par exemple, tout ce qui concerne les dons, la privatisation, c'est des recettes aussi, les domaines de la privatisation, les dons. Vous avez aussi les revenus du domaine, les revenus du monopole. Bon, je vais revenir dans les détails sur ces questions. Mais pour le moment, j'explique que c'est des dépenses et des recettes relatives aux diverses activités publiques. Et puis, on s'intéresse aussi à l'approche juridique. Ce n'est pas seulement l'étude des dépenses et des recettes, mais du régime juridique qui leur est applicable. Alors, le régime juridique ici, c'est une loi, la loi organique. Alors, vous le savez, la loi de finances, c'est le corps généralement des finances publiques, mais elle-même, elle est guidée par une loi qu'on appelle la loi organique des finances. La dernière, qui a été promulguée, la dernière promulguée date de 2015. C'est la hiérarchie des lois, ou la hiérarchie des lois. Il y a la Constitution, donc ça, par ordre décroissant, c'est la Constitution, la première. Et au deuxième lieu, il y a la loi organique. Au troisième lieu, il y a qui joue les lois ordinaires. Je ne sais pas, vous avez une matière en introduction à l'étude de droit, certainement, vous l'avez fait. Bon, on est à son S1, S2, S3 aussi. Est-ce que vous arrivez à distinguer entre une constitution, une loi organique et une loi normale, ordinaire, dans la hiérarchie des lois? Bien, je pose des questions, il faut quand même dialoguer avec moi. Non, donc vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas de matière de droit? Si, Oui, monsieur, monsieur. mais
Oui. ما درتوش la différence ما بين شنو هي une loi organique, شنو هي une loi. Non, je vais Non, le dire simplement. Bon, on s'en fout maintenant de répondre. Bon, je vais le dire simplement, rapidement. Hein. La Constitution, الدستور أو القانون الأسمى, c'est la loi supérieure. C'est-à-dire dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, la première loi, toutes les lois, qui est au-dessus de toutes les lois et qui nous gouverne tous, c'est la Constitution. La dernière Constitution est celle de 2011. Nous sommes d'accord? Oui, monsieur. Alors, en deuxième lieu, c'est-à-dire en importance, il y a la loi organique. Alors, je n'ai pas de la loi organique. D'abord, en finance, il y a la loi, c'est la loi organique des finances. Mais c'est la loi de finances. La loi organique des finances. La dernière, elle a été votée en 2015. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loi? C'est elle qui va définir les lois de finances. C'est elle qui va donner le détail. C'est elle qui va encadrer la préparation, le vote, l'exécution, le contrôle. Donc, c'est un petit peu, et elle va édicter les principes. C'est un peu, je dirais, la loi qui va gouverner le domaine des finances publiques. Chaque secteur a la loi organique. Quand vous prenez le marché du travail, il y a la loi organique, par exemple les grèves, le marché du travail. Donc, par exemple, la régionalisation, les régions qui ont une loi organique, elles les régissent. C'est elle qui définit la manière de financer, la manière de structurer les régions, etc. Donc, dans la hiérarchie, nous avons la Constitution. Nous avons la loi organique qui est la deuxième. Et en troisième lieu, nous avons la loi ordinaire. La loi ordinaire, c'est le droit commun. C'est le droit commun. Alors, il y a M. Abdelrafer qui veut entrer. Je lui dis non. Tout à l'heure, j'ai accepté quelqu'un. Au lieu de m'être refusé, j'ai bien accepté. Il a eu de la chance. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Donc, la différence, c'est une loi organique, la Constitution et la loi et la hiérarchie. Alors, pourquoi j'étais en train de dire, tout à l'heure, je reviens au slide, hein, j'ai dit, c'est pas seulement les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques, mais c'est le régime juridique qui leur est applicable. Alors, le régime juridique qui est applicable aux finances publiques, alors, il est inspiré de la loi organique des finances. Ça, vous devez le noter. Le régime juridique qui est applicable normalement aux finances publiques, c'est la loi organique. C'est la loi organique des finances qui dicte le régime juridique. Est-ce que ce point est compris? Oui, monsieur. Merci. Monsieur, je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle Hajar, avec plaisir. Alors, quand on a compris la hiérarchie des lois, alors dans la définition donnée concernant les finances publiques, on a vu que c'était difficile de définir, mais on va tenter une définition. Et cette première définition qu'on va tenter est la suivante. C'est les dépenses relatives et des recettes relatives aux diverses activités publiques, on l'a expliqué, mais du régime juridique qui leur est applicable. Le régime juridique, nous émanons. Il va émaner de la loi organique. Mais la Constitution d'abord, bien sûr, parce qu'il y a des articles de la Constitution qui définissent aussi les finances publiques, les principes des finances publiques, mais essentiellement de la loi organique des finances.
Ok. Alors, la loi organique des finances, qu'est-ce qu'elle dit? Quel est son objet? C'est elle qui va édicter les règles à respecter lorsqu'on établit une loi de finances. C'est elle qui va édicter aussi les modalités de préparation, de vote, d'exécution et de contrôle de la loi de finances. Et elle va nous dire voilà ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Par exemple, l'affectation des recettes à une dépense n'est pas permis. C'est interdit. Même l'impôt sur le revenu va financer juste les gens qui payent l'impôt sur le revenu. Il y a des gens qui ne paient pas. Par exemple, ceux qui gagnent moins de 3 000 dirhams, ils sont exonérés. Et on ne va pas généralement financer des dépenses socio-économiques. C'est un principe qui est édicté au niveau de la loi organique des finances. Donc, c'est le régime juridique qui est applicable. Ça va mieux, mademoiselle Aja? Oui, monsieur, merci beaucoup. Après. Alors, maintenant, troisième point, de l'appareil financier, c'est-à-dire, en fait, comment on va financer. Est-ce qu'on va financer juste par les impôts? Ou bien, si les impôts sont insuffisants, est-ce qu'on va passer à l'emprunt? Et attention, lorsqu'on décide, est-ce que c'est l'impôt ou l'emprunt, là, c'est des décisions qui ont une incidence sur le plan politique, économique et social. Donc, on ne va pas s'intéresser seulement aux dépenses et aux recettes relatives aux activités, on va s'intéresser au régime juridique et on va s'intéresser aussi à la manière de financer généralement ces dépenses et ce déficit. Faut-il financer par emprunt? Faut-il financer par taxation? Et donc, c'est des décisions financières à prendre et qui ont des conséquences sur le plan économique et social, sur le plan politique, économique et social. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, dès que les recettes de l'État extérieur, qui fait qu'ils dépensent? Qui fait les recettes extérieures? Je vois des recettes extérieures. Comme par exemple, les recettes les bavettes, les كيخلصوا الناس ديال les bavettes. Comment ils savent? Les bavettes, ce n'est pas des recettes publiques. C'est les entreprises. C'est des entreprises, bon, ils sont aidés par l'État, subventionnés par l'État, mais c'est les entreprises privées qui fabriquent les bavettes. C'est des recettes généralement, mais l'État a fixé, c'est-à-dire l'État subventionne à la rigueur, n'est-ce pas? C'est des recettes privées, des recettes publiques, non, pas les recettes publiques. Les recettes publiques, je vous écoute. Monsieur, je parle les mecs qui déroulent, ils auront une pénalité. C'est-à-dire les pénalités. Oui. Avec les pénalités qui est trop long, le budget de l'État, qui est trop long. Les amendes et les pénalités, généralement, rentrent dans le domaine des recettes de l'État. Ouais, donc, on peut avoir une affectation, mais c'est une exception. Et là, la règle, il y a l'affectation. ولكن كاينين des exceptions, on va les voir lorsqu'on va détailler. Pour le moment, on va garder à l'esprit que c'est interdit. Mais vous allez voir, lorsque je vais développer plus, il y a d'autres comptes que le budget, il y a le compte spécial de trésor, les comptes d'affectation. Il y a un compte d'affectation où on va mettre généralement ces types de recettes que vous venez de citer. Mademoiselle Ikram, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Mademoiselle Ikram, activez votre micro. Ou là, baissez la main. Bien, je pense que c'est juste par oubli. Salma Bennaji, à vous la parole, mademoiselle. Monsieur, j'ai une question. Vous avez dit qu'il y a des recettes publiques et est-ce qu'il y a des recettes privées aussi? Ah, mais les recettes privées ne font pas partie des finances publiques. Là, on va voir le quatrième point.
le dernier point qu'on va voir, on va voir la différence entre finances privées et finances publiques. D'accord, merci, monsieur. Okay. Alors, pas d'autres mains levées. Bien, je pense que nous avons passé assez de temps sur cette partie. Alors, globalement, si on veut avoir une définition globale, on va dire que c'est l'ensemble des recettes et des dépenses des administrations publiques, c'est-à-dire des pouvoirs publics au sens large. Non, au sens large. Au sens large, c'est-à-dire on va intégrer les entreprises publiques et les collectivités locales. Vous avez noté? Donc, c'est lorsque je dis au sens large, ça veut dire que j'introduis, j'introduis les collectivités locales et les entreprises. Excusez-moi. Bien. Est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'à maintenant? Donc, désolé, j'avais juste quelqu'un qui a appelé la porte, donc je suis combien de personnes je devais prendre. Monsieur, Oui. au sens large, s'il vous plaît, c'est lorsqu'on introduit les collectivités locales et... Et les entreprises publiques. D'accord, merci. Entreprises publiques et établissements publics. Entreprises publiques et établissements publics. OK? Donc, la comptabilité nationale, je ne sais pas, est-ce que vous avez commencé un cours de comptabilité nationale? Non, pas encore. S5, je pense, c'est S5. Oui. Alors, la comptabilité, les types de comptabilité. On a la définition rapide, généralement rapidement. La comptabilité générale, la conversion. De quoi il s'agit? La comptabilité commerciale, le bilan, le CPC, normalement, et puis toute la comptabilité générale, c'est-à-dire les comptes schématiques, avec tout ce qui est partie double, etc. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez maintenant. Puis vous avez fait la comptabilité analytique aussi, n'est-ce pas? Par exemple, Oui, monsieur. vous faites le calcul des coûts complets, des coûts partiels, ou bon, on va calculer le coût de production, n'est-ce pas? Je vais résumer tout ça. Alors, la finance publique, quand on la comptabilité publique, la comptabilité publique, ou c'est une autre comptabilité, elle n'a pas le même sens que la comptabilité générale, n'est-ce pas? Ou là, la comptabilité analytique. Là, on va s'intéresser, qui c'est qui a le droit de signer le chèque d'une dépense publique? Hein? L'ordonnateur. Ou il paye, il va payer, c'est le comptable public, c'est le trésorier. Et donc, généralement, la comptabilité publique, elle s'intéresse généralement à l'ordonnateur et au comptable. Hein, les administrations ne peuvent pas dépenser comme ça. Il faut absolument une signature de l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est soit le ministre, soit le directeur désigné, etc. Et le comptable, il est, ou bien le trésorier, ou bien le contrôleur financier, sera désigné par la trésorerie générale. Donc, la comptabilité publique, elle est différente. La comptabilité nationale. Tout à l'heure, la comptabilité nationale, c'est elle qui va calculer les agrégats macroéconomiques. Titre d'exemple, le PIB, je crois qui calcule le PIB. La comptabilité publique ou la comptabilité commerciale, c'est la comptabilité nationale. Et au niveau de la comptabilité nationale, il y a ce qu'on appelle les institutions, le secteur institutionnel de la comptabilité nationale. Je connais des secteurs institutionnels. Nous avons l'État au sens large. On appelle État et administration publique, c'est au sens large, c'est-à-dire y compris les collectivités locales et les entreprises publiques. Secteur institutionnel de la comptabilité nationale. L'État est un secteur institutionnel parmi les secteurs de la comptabilité nationale. Il y a le secteur des sociétés financières, ou il y a le secteur des sociétés non financières, financières comme les assurances, les banques, la bourse, etc. C'est un secteur. Et puis, vous avez le secteur, je dirais,
des sociétés non financières, c'est-à-dire des entreprises, les deals. Et puis, vous avez les ménages aussi d'un côté. Puis, on ouvre vers le monde extérieur, c'est-à-dire, on dira, le monde extérieur. Donc, ça, c'est les institutionnels, le secteur de la comptabilité nationale. Et ça va nous servir à calculer quoi? Ça va nous servir à calculer le PIB, notamment, hein, le produit intérieur brut. Donc, l'État, au sens large, est un secteur institutionnel. Est un secteur institutionnel. L'État, au sens large, est un secteur institutionnel. C'est un secteur institutionnel. C'est un secteur de la comptabilité nationale. Si vous avez des questions par rapport à cela, s'il vous plaît, rapidement. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a une main? Pas de main levée. Alors, je suis en train d'enregistrer ceux qui sont présents. Ça s'enregistre automatiquement parce que le logiciel qui m'est fourni, il est fourni par l'université, il me donne cette... D'ailleurs, il y les fonctions main levée et tout ça. Elle a la fonction main levée, elle a la fonction enregistrement. Et par contre, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Hein. Par exemple, j'ai commencé avec 60 et quelques, je me retrouve maintenant avec pratiquement 49 étudiants. Mais en tout cas, croyez-moi, ça s'enregistre. Hein. Bien, 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 bien. Considéré comme un secteur. Pourquoi l'État est considéré? C'est un. Écoutez, d'abord, pour produire, qui c'est qui produit? La production, comment on produit? Il n'y a pas que le secteur privé qui produit. Il y a le secteur privé, c'est un secteur institutionnel. C'est l'appellation, hein, l'appellation institutionnelle en économie et en comptabilité. Vous allez faire la comptabilité nationale, c'est une unité, on appelle ça une unité institutionnelle. Mais l'État produit aussi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il produit? Mais il y a des dépenses d'investissement. Lorsque l'État investit en infrastructure économique, c'est de la production. Et lorsque je veux calculer le PIB c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées. Ça peut être la valeur ajoutée d'une entreprise, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la valeur ajoutée des institutions publiques. Voilà pourquoi c'est institutionnel. Et puis, c'est une appellation de la comptabilité nationale. Bien. On revient au diapo. Alors, globalement, c'est l'ensemble des recettes, bon, on l'a dit, c'est-à-dire au sens large, on l'a dit. La fonction, quelle est la fonction principale? Généralement, c'est de produire des services non marchands. Oui ou non? L'État, en principe, la fonction principale de l'eau, c'est de produire des services non marchands. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrepartie. Par exemple, quand vous voulez généralement un service comme celui de la police ou de la sécurité, alors, généralement, c'est un service qui est gratuit. Ou là, lorsque vous avez besoin de vos papiers et tout ça, c'est un service gratuit. Alors, puisque c'est des services non marchands et gratuits, les fonds publics, généralement, vont servir à financer cette production non marchande. Et c'est pour cela qu'il y a l'impôt. L'impôt, c'est une ressource principale et c'est un prélèvement obligatoire. Parce que ça va nous permettre d'effectuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des redistributions du revenu.
Tout ça, c'est un bis repetita. C'est des choses que j'ai déjà expliquées. Alors, je passe au deuxième point. Là, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Là, je dirais le domaine des finances publiques. Il recouvre plusieurs secteurs. Alors, parmi les secteurs, il y a un secteur fondamental. Lequel, d'après vous, je nomme le secteur des finances publiques. Je vous écoute. Allez-y. Monsieur, Oui, je vous écoute. je pense que le premier. Mademoiselle Ajal, votre micro est parti. Monsieur, vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. D'accord, monsieur. C'est l'État. Un, c'est l'État, c'est-à-dire l'administration centrale. هذا واحد. Deux, je connais votre domaine آخر. Monsieur, Oui, les collectivités territoriales et les oui, établissements publics. absolument. Donc, on peut ajouter les collectivités territoriales et les établissements publics, mais ce n'est pas encore fini. On peut ajouter le domaine de la protection sociale. La protection sociale fait partie des finances publiques. Toutes les cotisations qu'on va payer pour la CNSS ou là pour la retraite, la CMR, n'est-ce pas? Généralement, ça fait partie de la protection sociale qui fait partie des finances publiques. D'ailleurs, en France, par exemple, il y a une loi sur la protection sociale qui est votée chaque année au même titre que la loi de finances. Et puis, il y a le domaine, je reviens, je vais juste, bon, l'État, nous l'avons dit, il y a les collectivités, les établissements, il y a la protection sociale, et puis il y a tous les organismes à caractère industriel et commercial, c'est les entreprises publiques, et on peut ajouter les finances internationales, c'est-à-dire de l'Union européenne et de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc. أقول لي علاش؟ لأن des finances de l'Union européenne ولا des finances de la Banque mondiale, du moment que l'État va demander à financer des projets, l'État va demander à financer des projets, que ce soit des projets en infrastructure ou là, des projets dans le domaine social, eh bien, il va demander des prêts, mais les organismes internationaux, tels que l'Union européenne, tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BAD, la Banque africaine de développement, etc. Et du moment que c'est l'État qui va emprunter en présentant des projets de ces organismes, donc ça rentre dans le joug de ce que j'appelle les finances publiques. Dans les finances de l'État, donc on l'a vu, les établissements publics, la protection sociale, et tout ce qui est. Alors, il faudrait ajouter les associations à but non lucratif et les partis politiques. Alors, elle lâche les associations à but non lucratif. Vous le savez, les associations à but non lucratif, c'est un statut qui est très difficile à obtenir. Elle lâche un financement. Ils sont subventionnés par l'État. Et du moment qu'ils sont subventionnés par l'État, ils sont dans le domaine des finances publiques. Les partis politiques aussi. Les partis politiques sont subventionnés par l'État et à ce titre-là, ils sont dans le domaine des finances publiques et ils sont contrôlés par la Cour des comptes. Alors que les associations à but non lucratif, c'est essentiellement l'IGF. Il y a quelqu'un qui veut entrer d'œuvre. Extraordinaire. Refusé. Voilà. Des questions? N'hésitez pas. Hein. C'est oui, mademoiselle Rayhan, je vous écoute. Mademoiselle Belhassan, vous avez votre micro qui est ouvert. Si vous avez une question, posez-la. Non, monsieur, j'ai aucune question. Alors, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Bien. Je reviens au diapo. Vous avez compris l'idée de l'association à but non lucratif? Oui, monsieur. Monsieur,
Oui, Les associations sans but lucratif, comment il peut aider l'État? c'est pas comment. ماشي هما اللي كيأيديو l'État, c'est l'État qui les aide. D'accord, L'État va subventionner les associations à but non lucratif. يعطيهم واحد شويه ديال الفلوس، يعطيهم le budget. D'ailleurs, lorsque tu veux, rares sont les associations qui ont le statut à but non lucratif. mhm, Ils bénéficient des subventions budgétaires. Les d'accord. associations, le but de l'eau, le but, c'est Oui, ça, un but non lucratif. C'est pour aider oui, les gens. Par exemple, donc les associations les femmes qui vivent toutes seules, c'est-à-dire les femmes, ou là, les associations qui vont euh, aider je dirais, les sans-abri, les femmes sans-abri, etc. Là, c'est des associations à but non lucratif. Mais quand elles obtiennent avec l'enseigne du but non lucratif, c'est-à-dire, leur objectif n'est pas le gain, eh ben, elles vont bénéficier automatiquement d'un budget, hein, c'est-à-dire d'une subvention budgétaire. Mais à ce d'accord, titre-là, merci. elles tombent sous le joug du contrôle de l'État. Du moment qu'elles vont bénéficier, du moment qu'elles vont bénéficier de financement étatique, donc elles seront contrôlées et par l'inspection générale des finances et par la Cour des comptes. D'accord, Oui, merci, monsieur. je vous en prie. Oui, pas de questions, c'est bon, donc allons-y. Simple comme les finances internationales. Alors, qui c'est qui peut m'expliquer pourquoi les finances internationales peuvent être considérées aussi en dedans des finances publiques? Alors, c'est comme lorsqu'on veut financer un projet, par exemple, la Banque mondiale, elle finance des projets, et surtout les projets pour l'eau potable, pour l'électricité, etc. Excusez-moi. Donc, pour l'électricité, etc. Donc, euh, ces projets-là, quand ils sont financés par la Banque mondiale, donc ça va aller au budget de l'État, excusez-moi. Allô, j'ai un coup. Allô, oui. Euh, là, je suis l'ami de la TGR, de Soudan. De Soudan, mais je suis les impôts, la trésorerie générale du Royaume. Il y a Ben Souda que je connais, chauffe, c'est tout. Oui, excellent, c'est bon, merci. Et à la fin. Excusez-moi, je suis désolé, hein, vraiment désolé. C'est des appels d'urgence parfois. D'abord, le défaut de l'enseignement à distance. Bien. Alors, je vous le dire pour. Monsieur? Oui. Donc, parmi les principales tâches de la finance internationale, c'est la gestion des risques liés au change et l'obtention de financements étrangers, l'import et l'export de marchandises et tout. Oui, mais attention, ça c'est pour la matière finance internationale. Mhm. Ce que vous m'avez dit là, c'est juste, mais le lien, les finances internationales, j'essaie de voir le lien qui existe entre les finances internationales et les finances publiques. OK? D'accord. Je suis en train de voir ce lien-là. Le lien, qui c'est qui lie les finances publiques et les finances internationales? Lorsque la Banque mondiale, elle finance, c'est un organisme international qui finance les grands projets à l'international. N'est-ce pas?
Par exemple, elle va financer tout ce qui concerne l'accès à l'eau, n'est-ce pas, qui concerne l'eau potable, l'accès à l'eau potable, ça va financer aussi les barrages, etc. Le Fonds monétaire international, il va financer surtout le déficit budgétaire, il va financer, je dirais aussi les réserves de change, voilà, les finances internationales, les réserves de change. Et à ce titre-là, du moment que ces financements vont passer l'international, mais l'intermédiaire, c'est l'État, l'intermédiaire, c'est l'État, donc ils vont rentrer dans le champ d'application des finances publiques. Je ne sais pas, est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit là? Oui, monsieur. Bien. Alors, je ne sais pas, comme un exemple. Supposons que la région, une région, je ne sais pas, moi, je dirais ça au hasard, de Taounat, par exemple, d'ailleurs c'est véridique, hein, il y a un problème, pour un village de la région de Taounat, il y a un problème d'eau, puisque il n'y a pas de conduit entre le barrage et ce village. Il faudrait 5 km ou 6 km de construction pour faire passer l'eau du barrage au village. Et supposons que le Maroc a demandé un financement à la Banque mondiale, la Banque mondiale a étudié le projet et a trouvé que le projet est important. Et donc, elle va avancer de l'argent, c'est-à-dire elle va prêter de l'argent, et puisque c'est un domaine social, économique et social, la Banque mondiale va même vous financer avec un taux d'intérêt qui est inférieur au taux de la Banque mondiale. OK? C'est un élément dedans. Alors, du moment que la Banque mondiale m'a touché, il y a le projet, non. L'argent va être donné à l'État. C'est l'État qui va emprunter, n'est-ce pas? Il va emprunter. Et avec un élément dedans. Et cet emprunt va servir au barrage. Donc l'État va faire fonctionner les entreprises qui vont travailler et il va distribuer l'argent. Mais puisque l'État est à l'intérieur, l'État est un acteur important. C'est lui qui va recevoir l'emprunt et c'est l'État qui va distribuer. Donc, on est dans les finances publiques, puisque c'est l'argent État qui est à l'intérieur. J'ai donné un exemple de la Banque mondiale. Je peux vous donner un exemple de l'Union européenne. L'Union européenne va même donner un don. Blevleuse. Avant de prendre le don, vous devez présenter un projet, les rois, viable. Qu'est-ce que le projet? Par exemple, je vais prendre, il y a la ville, je dirais, la région de Midelt, par exemple. La région de Midelt, il y a des villages, quand il y a la neige, ils sont enclavés. Il n'y a plus aucune, je dirais, liaison avec ces villages et la ville. Et donc, on veut désenclaver avec le monde montagnard, qui vit dans les montagnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va demander généralement à financer le projet de créer ou de construire une piste à ce niveau-là. Le projet, on va le proposer à l'Union européenne. Il se trouve que l'Union européenne finance ce genre de projet gratuitement. Mais avec le don, les entreprises, avec le don va passer par l'État. Il va être versé à l'État. Et c'est l'État qui va lancer un marché public où il va choisir les entreprises qui vont travailler. Et du moment que ça passe par l'État, ça fait partie aussi des finances publiques. J'espère que vous avez compris à partir de cet exemple. Et c'est pour cela que tous ces projets sont contrôlés, soit par la Cour des comptes, soit par l'IGF, l'Inspection générale des finances. Des questions?
Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, je vais reprendre mes diapos. Je vais aller rapidement, plus rapidement, pour qu'on puisse... Alors, l'aspect pluridisciplinaire, maintenant, je vais. Ben, l'aspect pluridisciplinaire dans les finances publiques, là, ça ne relève pas seulement de l'économie, ça relève du politique, ça relève du juridique. En plus, la spécificité, c'est que c'est l'intérêt collectif. On veut réaliser un intérêt collectif. Il y a la préférence, je dirais, collective, la fonction de préférence collective. Donc, généralement, l'État dispose d'un avantage extraordinaire qu'on appelle les prérogatives exorbitantes de droit commun. Regardez le tiré, le tiré, mais je ne l'ai pas. Regardez le tiré. Puisque c'est l'intérêt collectif, c'est la préférence collective, l'État va bénéficier de ce que j'appelle les prérogatives exorbitantes de droit commun. Exorbitantes, c'est-à-dire exagérées. Prérogatives exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire exagérées. Je te mène. L'État peut faire ce qu'il veut. Lorsque c'est l'intérêt collectif, par exemple, expropriation pour cause d'utilité publique. Où l'État a vu qu'il est possible, je dois dire, le gazoduc. Avec les qui le gaz. Et là, le droit. L'État a le droit. Qu'est-ce qu'il va faire? L'État est masculin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exproprier. C'est une expropriation. C'est-à-dire de la propriété. C'est une expropriation pour cause d'utilité publique. Vous avez saisi ce que j'ai dit? C'est ça ce qu'on appelle prérogative exorbitante de droit commun. Monsieur, oui? wesh, c'est comme le cas de l'or, par exemple. L'or? Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Là où il y a là où l'État voit qu'il y a un intérêt, là, دابا انا عندي فيرما وعندي فيها البترول، واش غيخليوها ليا؟ Non. C'est un truc normalement national. Donc, on va exproprier généralement mon terrain. On va m'indemniser, certainement. Hein, on va m'indemniser, certainement. Mais, donc, c'est pour ça qu'on dit l'État a une prérogative exorbitante, exagérée du droit commun. Donc, monsieur, l'État peut sacrifier un intérêt personnel pour satisfaire un intérêt collectif. Logique. Très bien dit. Tu l'as mieux expliqué que moi. D'accord, merci, monsieur. Merci. Donc, vous voyez, en fonction de l'intérêt général, l'intérêt collectif, la fonction de préférence collective, donc l'État peut se permettre des exagérations et donc même, je dirais, des prérogatives exorbitantes de droit commun, telles que l'expropriation pour cause d'utilité publique. J'espère que c'est compris. Alors, bon, là, plusieurs disciplines, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Là, j'ai expliqué tout à l'heure les fonctions, toutes les fonctions. Alors, il faudrait dire que, là, je l'ai dit tout à l'heure, à travers les pics et les creux, le budget, généralement, c'est un instrument d'intervention de l'État, n'est-ce pas? Les finances publiques, c'est un instrument d'intervention de l'État. L'État peut intervenir pour une fonction d'allocation, pour une fonction de redistribution, ou là pour une fonction généralement de stabilisation. Il bénéficie d'un encadrement juridique, là je l'ai expliqué, à travers la loi organique des finances. Je vous ai dit que la loi organique des finances, c'est elle qui va organiser, c'est elle qui va généralement édicter les principales règles, etc. Donc c'est déjà expliqué.
Alors, et puis j'ai parlé de l'équilibre entre le législatif et l'exécutif dans l'approche politique. Je vous ai dit que les finances publiques vont s'intéresser généralement à qui c'est qui va gagner, quel est le follower et le leader. Je connais le leader ou je connais le follower, le suiveur. Alors, lorsque l'État, à travers son pouvoir exécutif, qui a un pouvoir financier supérieur au pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, on dira que l'État est un leader. Par contre, lorsque le Parlement a un pouvoir supérieur, on dira que c'est un leader et que le gouvernement est follower, c'est-à-dire suiveur, et vice-versa. Ça, c'est expliqué. Donc, le reflet de la politique gouvernementale, c'est ce que j'ai expliqué par le programme du gouvernement. Oui ou non? J'ai dit, lorsque la préférence, on passe de la préférence individuelle vers la préférence collective, et donc, ça va refléter la politique du gouvernement, et par conséquent, c'est indiqué à travers ce que j'appelle un programme gouvernemental qui va décliner les priorités du gouvernement. Bien entendu, le budget va avoir des répercussions sur le plan économique et financier. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a défini les 3 points des finances publiques, nous avons vu c'est l'ensemble des recettes et des dépenses qui vont financer quelques activités publiques, n'est-ce pas? C'est le régime juridique, mais nous avons parlé aussi de la manière de financer le déficit. Est-ce que c'est un financement par les impôts ou là c'est un financement par généralement l'emprunt. Alors, sur le plan social, c'est la redistribution. J'en ai parlé, j'ai discuté tout à l'heure de la redistribution, en fond et en comble. N'oubliez pas que les diapos, pour moi, c'est un instrument, c'est un outil. Alors, j'explique, les diapos, ça va me servir juste pour vous garder un peu quelques idées. Alors, le plan spatial, bon, le plan économique, nous l'avons dit, mais le plan spatial, c'est les régions. Hein, quand je dis spatial, je parle, il y a les finances régionales, les finances publiques régionales. Bon, tout ça, c'est déjà... Alors, voilà, là, je m'intéresse, je trouve force des finances publiques ou finances privées, c'est le dernier point. Finances privées, c'est la fonction ou l'objectif fondamental, c'est quoi? C'est le profit. C'est le coût, il faudrait minimiser le coût et augmenter le rendement. Tu vois la comptabilité générale, la microéconomie. Donc, une fonction d'optimisation, la microéconomie, une fonction objective, à maximiser le profit, par exemple, avec des contraintes, avec les coûts, on va compte tenu des coûts, on va compte tenu d'un budget, et donc j'intègre une fonction lagrangienne, donc j'additionne des contraintes, et généralement, je vais commencer mon programme d'optimisation à travers une matrice hessienne, c'est-à-dire en dérivant et en égalisant pour déterminer les quantités optimales. Ça, c'est la fonction première de ce que j'appelle les finances privées à travers la microéconomie. Ça peut être aussi à travers la comptabilité générale lorsque vous calculez le résultat de l'entreprise. Les finances publiques, non. C'est l'intérêt collectif. Les considérations de coût et de rendement ne sont pas toujours prises en considération. Parfois, l'objectif social peut être supérieur à l'objectif économique. Si, par exemple, j'ai un projet qui va faire travailler beaucoup de gens, c'est un objectif social et qui est supérieur à l'objectif économique. Et donc, il dépend de la fonction de préférence collective. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Oui. Je suis toujours dans les mêmes idées que j'ai développées au départ. Donc, les finances publiques, étant donné que c'est l'agrégation des préférences individuelles, ça représente l'intérêt collectif. Donc, les considérations de coût et de rendement peuvent être reléguées au second rang. Et ce qui importe le plus, c'est plutôt le rendement social.
L'État est responsable de la gestion des services publics et doit assurer la bonne marche, quelles qu'en soient les incidences financières, même les machines d'endettement, même si c'est avec des pertes. Mais c'est des pertes, normalement, qui vont être compensées par une stabilité sociale, par exemple. Alors, par contre, les prévisions, les recettes et les dépenses pour les années à venir sont rigides. Et là, elles sont établies par rigides, c'est-à-dire qu'il est très difficile, par exemple, de s'adapter. C'est-à-dire, une fois que je vote la loi de finances, il est très difficile de modifier nos hypothèses. Par exemple, les dépenses publiques d'investissement vont être de 15 milliards, je ne sais pas moi, que je dis ça comme ça, 15 milliards de dirhams. Voilà, déjà un choc, j'ai la pandémie, les dépenses, très difficile de le faire. Si on veut les modifier, il faut passer par une loi rectificative. Alors, puisque des dépenses sont des dépenses rigides, donc l'État peut utiliser la contrainte pour se procurer des recettes. La contrainte, c'est-à-dire et les contraintes, c'est-à-dire lorsque tu ne paies pas l'impôt, alors tu es généralement considéré comme un hors-la-loi. Parce que généralement, quelqu'un qui paie l'impôt, c'est un citoyen contribuable. Alors qu'au niveau du privé, ce n'est pas la même. Vous pouvez généralement ne pas payer vos dettes et on peut rééchelonner vos dettes. On peut même, si vous faites faillite, vous pouvez sortir un verre. Voilà, je pense que j'ai passé en revue toutes les diapos. Bon, mais l'essentiel, je pense, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudrait retenir. On ne va pas retenir beaucoup de choses. D'abord, avec les trois fonctions اللي دويت عليهم سطروا عليهم مزيان هاد 30 diapos ديالنا vous devez mettre l'accent sur les trois fonctions économiques, l'allocation, la stabilisation, la redistribution. Et je vous demande de faire, voilà, ce que j'allais dire tout à l'heure et j'étais coupé. Faites une recherche, les trois fonctions principales des fonctions des finances publiques, on mettait entre parenthèses Musgrave, et vous me l'envoyez Classroom. Alors, le code de mademoiselle la responsable, j'espère je pense qu'elle l'a déjà partagé. Donc, vous faites une petite recherche. Elle a Musgrave et les trois fonctions des finances publiques. Le premier acquis. C'est-à-dire c'est un sujet. l'examen. C'est la première chose. Deuxième chose que vous devez retenir et qui est la plus importante, à mon avis, c'est le domaine. Qui est un domaine au sens strict, c'est l'État. Au sens large, c'est les trois. Les trois, c'est-à-dire l'État, l'entreprise publique, les établissements publics, les collectivités territoriales, les entreprises publiques, la protection sociale, ou finalement les finances internationales. Ça, il faut retenir. N'est-ce pas? Il faut retenir aussi qu'est-ce que c'est, pourquoi l'État bénéficie, voilà, pourquoi l'État bénéficie de prérogatives exorbitantes de droit commun. J'espère que vous avez noté. Pourquoi l'État bénéficie de prérogatives exorbitantes de droit commun. Je fais allusion à l'intérêt collectif, à l'intérêt général, n'est-ce pas, à l'agrégation des préférences individuelles et que l'État peut bénéficier généralement des prérogatives exorbitantes de droit commun, lui donnant même le droit d'utiliser ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dernière idée à retenir, à mon avis, c'est que la logique des finances publiques est différente de la logique des finances privées, puisque ce n'est pas le profit qui prime, mais c'est le rendement social qui prime.
Avez-vous noté ce que j'ai dit? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est ce que vous devez retenir. Lisez un des diapos, mais en retenant ce que je viens de dire. Faites-moi le devoir pour la semaine prochaine concernant Musgrave et les 3 fonctions.